Je voudrais remercier d'abord Karl Laporte, Charles et tous les autres, tous ceux qui ont contribué à rénover la structure et la forme de cette salle. Vous avez vu qu'ils ont réussi à pousser les murs en quelque sorte, nous avons plus d'espace. On a peut-être l'impression d'être un peu moins nombreux, mais en tout cas, ça permettra à beaucoup de gens de pouvoir profiter de nos exposés. Ce soir, nous avons une rencontre du jeudi assez importante parce qu'elle va se dérouler en 2 étapes en quelque sorte. Il va y avoir, plus exactement, excusez-moi, je bafouille comme d'habitude, il va y avoir 2 conférences qui vont traiter un peu du même thème. Mais je vais vous expliquer plus en détail pourquoi et comment. 26 avril, donc Michel Geoffroy, la superclasse mondiale contre les peuples. Aujourd'hui, le Carrefour de l'Horloge vous invite à réfléchir avec lui sur un autre fléau de notre temps, le cosmopolitisme dominateur. Donc, 2 séances, l'une avec Olivier Piacentini, l'autre avec Michel Geoffroy. Avec Olivier Piacentini, nous nous intéresserons principalement à la dictature de la fonction marchande hypertrophiée. La dictature de la fonction marchande hypertrophiée. Et avec Michel Geoffroy, nous parlerons de la nouvelle classe dominante créée par cette fonction marchande hypertrophiée que nous appelons la superclasse mondiale. Qu'est-ce que c'est que cette fonction marchande et dans quel contexte intellectuel elle se situe? Vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous, mais je ne crois pas inutile d'en retracer les grandes lignes. Vous savez que pour Georges Dumézil, les sociétés harmonieuses reposent sur l'équilibre entre 3 fonctions, la fonction guerrière, la fonction souveraine, d'abord la fonction guerrière et la fonction de production. C'est ce que l'on appelle la trifonctionnalité indo-européenne. Donc je rappelle que dans son œuvre immense, Georges Dumézil a mis en lumière des structures identiques dans la mythologie et la religion des différents indo-européens, de même dans leur structure sociale. Je ne vais pas vous faire une conférence sur la trifonctionnalité, mais sachez que une société harmonieuse est une société dans laquelle la fonction souveraine, la fonction guerrière et la fonction de production coexistent harmonieusement. Lorsque l'une de ces fonctions est hypertrophiée ou lorsqu'elle déséquilibre les 2 autres, la société tout entière en souffre et la société tout entière en est malade en quelque sorte. Par exemple, lorsque la fonction souveraine est hypertrophiée, par exemple ce fut le cas de l'Union soviétique ou du régime des Khmers rouges, le peuple souffre à la fois dans sa vie quotidienne par la terreur et de manque de biens. Lorsque la fonction guerrière est hypertrophiée, ce fut le cas par exemple du Troisième Reich allemand, le peuple subit les conséquences dans sa chair de conflits inutiles. Et cette fois, c'est aujourd'hui et partout dans le monde occidental que l'une de ces fonctions est hypertrophiée, c'est la fonction marchande. Olivier Piacentini va nous exposer sa vision des choses à ce sujet et débattra avec nous les moyens d'éradiquer ce nouveau cancer. Olivier, c'est à vous la parole. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler qu'on est quand même le jeudi saint. Je voudrais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de Pâques et une très bonne semaine sainte. Je voudrais quand même le rappeler, c'est un jour particulier. Alors, on parle beaucoup de la mondialisation, mais la mondialisation, à la base, à l'origine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un processus essentiellement technique qui facilite, accélère le développement des échanges et la communication à l'échelle planétaire. La mondialisation, à travers le développement et l'amélioration des transports, permet de traverser la planète en une seule journée. Alors, ça nous paraît évident aujourd'hui. Il y a quelques décennies, ce n'était pas le cas. Elle permet à des milliards de personnes à travers le globe d'assister aux mêmes événements en même temps. Elle permet à des particuliers d'échanger des images, des films, des documents, où qu'ils se trouvent. Elle permet aussi aux marchandises de circuler à travers le monde en quantité considérable. Et ça, grâce à une simple innovation dont on parle très peu, qui est finalement assez récente, c'est le container. Alors, en 1964, pour la première fois,
Les Jeux Olympiques, c'était ceux de Tokyo, sont diffusés en direct et en mondiovision. Et il y a 800 millions de personnes qui, en même temps, assistent au même événement, les yeux braqués sur leurs écrans. Et cet aspect s'est renforcé le 21 juillet 1969, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, non seulement il y a évidemment l'audience universelle, mais il y a aussi le fait que tout le monde se voit à travers une planète qui finalement sur les écrans paraît bien plus petite que ce qu'on avait l'impression qu'elle était. Donc en soi, la mondialisation, c'est un mouvement technique qui est finalement inéluctable, comme le fut à son temps l'imprimerie qui a permis la diffusion du savoir il y a plusieurs siècles. Mais la mondialisation, ça aurait pu, et je dirais ça aurait dû, en fait, affermir la diversité des cultures. Ça aurait dû l'amplifier, ça aurait dû la magnifier, parce que finalement, chaque peuple, pouvant se contempler dans le regard des autres, aurait pu entretenir l'essence de sa différence, l'essence de ses cultures. Et donc, on aurait pu avoir une mondialisation fondée sur des échanges de cultures, des échanges entre nations, et qui soit au contraire un phénomène d'amplification de la diversité. Et chacun le voit bien, la mondialisation n'engendre pas du tout ce que je viens de décrire, on le voit bien ces dernières décennies, mais elle engendre son exact contraire, elle engendre l'uniformisation, la standardisation, l'effacement progressif de la différence, de la diversité, et jusqu'à l'expression et la souveraineté même des peuples qu'on croyait acquises à jamais. La mondialisation, qui devait nous ouvrir des portes, en fait, aujourd'hui on peut le dire, un grand nombre d'entre nous, elle nous désenchante. La mondialisation nous angoisse, elle nous afflige, c'est un peu cette muraille couleur de béton sur laquelle les cultures, les identités, les aspirations et même aujourd'hui les volontés des peuples dûment exprimées viennent se fracasser. Alors pourquoi ? Pourquoi ce qui aurait dû être un progrès vire finalement à une forme de cauchemar, cauchemar pour les peuples, cauchemar pour les nations ? J'ai une interprétation qui est toute simple, c'est qu'il faut chercher qui aujourd'hui oriente la mondialisation dans ce sens, qui l'exploite, qui en tire les ficelles et qui finalement en tire profit. Voilà. Moi je suis persuadé que si, à l'époque actuelle, depuis les 30 ou 40 dernières années, c'était les États et les nations qui détenaient les clés de la puissance, la mondialisation aurait eu un autre tour. Aujourd'hui, les États sont supplantés par plus forts, plus riches, plus puissants qu'eux. Et on peut classer ces nouveaux origines du pouvoir en trois classifications. D'abord les multinationales, les banques et les institutions financières, et pour finir, un phénomène nouveau, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et tous les autres géants du numérique. Alors, dans le monde aujourd'hui, il y a environ 850 000 sociétés multinationales, sur plus d'1 milliard d'entreprises. Donc les multinationales représentent moins d'une entreprise sur 1000. Mais il faut qu'on prenne bien conscience de la puissance qu'elles ont acquise. Aujourd'hui, les 100 premiers groupes mondiaux cumulent une capitalisation boursière d'environ 18 000 milliards de dollars. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du PIB, c'est-à-dire de la production annuelle des États-Unis, ou l'équivalent du PIB des 6 puissances du G7 qui suivent les États-Unis, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Canada et la Grande-Bretagne. Autre donnée, Apple a une capitalisation boursière, c'est-à-dire une valorisation. La valeur de la société Apple est estimée à environ 600 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de la Suisse. Google et Microsoft, qui suivent derrière, ont une capitalisation qui représente à peu près 450 à 550 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la Pologne ou de la Belgique. Donc, aujourd'hui, vous le voyez bien, quelques multinationales représentent un poids financier qui est équivalent, voire supérieur, à ceux d'États, et quels États? Des États parmi les plus puissants du monde. Sauf que, les États du G7, qu'on vient de citer, sont tous criblés de dettes. Leur poids, c'est essentiellement un poids d'endettement.
puisque les États-Unis sont endettés à hauteur de 100% du PIB, 16 000 milliards de dollars. La France, 2 500 milliards de dollars, elle aussi à peu près 100% du PIB. L'Italie, 2 300 milliards de dollars, 130% du PIB. Et le pompon, c'est pour le Japon, avec 10 000 milliards de dollars, 200%, c'est-à-dire 2 ans de production nationale en dette. À côté de ça, toutes ces multinationales et tous ces groupes bancaires, au contraire, regorgent de réserves de trésorerie, et de son vivant, Steve Jobs se gaussait, se gargarisait de posséder au titre de la société Apple des réserves de trésorerie plus importantes que celles de la réserve fédérale américaine. C'est ce qu'il disait. Donc, pendant que les États tirent la langue, peinent à boucler leur budget, sont obligés de faire le dos rond devant leurs créanciers, les créanciers qui ne sont que ces fameuses multinationales, ces institutions financières et ces géants du numérique, et bien toutes ces institutions, en fait, placent leurs avoirs dans les bons du trésor de ces États surendettés, ce qui leur permet évidemment d'obtenir des intérêts, c'est la logique, mais je suis personnellement convaincu qu'il s'agit aussi, à travers ce financement, d'établir une forme d'assujettissement des États à leur volonté. Les États sont aujourd'hui, vous le voyez bien, financièrement submergés par la puissance des grandes entreprises du privé. Et donc pire, ils se trouvent emprisonnés dans la nasse que les multinationales et les banques ont patiemment tissée autour d'eux. C'est un peu l'image que j'ai voulu mettre sur la couverture de mon livre « La mondialisation totalitaire », cette espèce de toile qui vient enserrer la planète entière. Et pourtant, tout cela, il faut bien voir que ce sont les États eux-mêmes qui, à l'origine, en ont donné l'impulsion. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière sur, on va refaire un petit peu une histoire rapide, politique et géopolitique de la mondialisation. Donc, la mondialisation technologique, on l'a vu, elle a marqué de la planète de son empreinte au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier au tournant des années 50-60. Et d'ailleurs, le terme mondialisation est apparu pour la première fois dans le journal The Economist en 1959. Économiquement, elle n'en est à ce stade-là qu'à ses balbutiements. La part des échanges internationaux ne représente que 10% du PIB mondial au tournant des années 60. C'est-à-dire que 10% en fait de la production mondiale repose sur les échanges internationaux. Les délocalisations, c'est-à-dire les implantations d'usines à l'étranger, sont un phénomène marginal, ça commence à peine, mais en fait ce sont des délocalisations qui sont faites pour que les usines se rapprochent des zones de vente. C'est-à-dire qu'on préfère implanter une usine en Inde pour vendre en Inde plutôt que d'user des transports. Donc c'est en fait un rapprochement du lieu de production et du lieu de chalandise. Dans ces temps-là, les barrières douanières sont là, elles sont bien là, elles limitent quelque peu les échanges et surtout elles protègent les industries nationales sur les marchés nationaux ou dans des zones économiques qui intègrent les pays proches des zones d'implantation de ces usines. Voilà. On a créé aussi des premières zones, des balbutiements de zones de marché commun, comme justement le marché commun avec le traité de Rome en 1957. Mais à l'époque, le facteur le plus rédhibitoire qui empêche la mondialisation vraiment de s'épanouir, c'est le contexte de guerre froide, puisque la moitié du monde est à l'époque sous l'emprise de ce qu'on appelle le bloc de l'Est, la Russie, toute l'Europe de l'Est, une dizaine de pays d'Afrique, certains pays du monde arabe, également Cuba et plusieurs pays d'Asie, évidemment la Chine, le Cambodge, le Vietnam, etc. Bon. Donc la mondialisation des échanges ne peut pas se déployer parce que la moitié du monde échappe à l'économie capitaliste, elle est dans une bulle socialiste, sous perfusion des aides et de l'assistance du grand frère soviétique, et bien sûr il y a un hermétisme aussi étanche que possible aux produits occidentaux, par idéologie, mais bien sûr pour éviter que le fameux bloc soviétique ne se fissure face à une concurrence occidentale qui est bien sûr beaucoup plus compétitive. Alors à cette époque, il y avait un dicton qu'on répétait souvent, un peu partout, en Occident, aux États-Unis, c'est d'origine américaine, « Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis ». Et à cette époque, ce dicton prenait tout son sens, parce que les nations étaient irriguées par la prospérité de leurs entreprises, qui créaient de l'emploi sur place, en même temps que des débouchés à leur production. Et en plus, elles remplissaient bien entendu les caisses des États par leur contribution. Donc il y avait une harmonie entre les États, les peuples et les entreprises
qui assurait la prospérité, une prospérité sans égale en Occident. Et cette prospérité, elle va atteindre son apogée durant les années 60. Alors, qu'est-ce qui fait justement que ce cercle vertueux a fini par se casser? Eh bien, de mon point de vue, l'origine, c'est les années 60. Pourquoi? Parce que jamais l'Occident ne fut aussi prospère qu'à cette période. Et aussi prospère tout en ayant une aussi bonne répartition de la prospérité, une généralisation à toutes les couches de la population. Le plus grand nombre profitait de la prospérité de cette période. Et pourtant, c'est au cours de ces années-là, et à la grande stupéfaction des aînés, que la jeunesse a décidé de sortir de ses gonds et s'est lancée, a entraîné tout le corps social des pays occidentaux dans une spirale infernale, à la fois de révolte, de grève, de contestation. À partir de 67, ça démarre aux États-Unis avec le Summer of Love, mais bon, le mouvement hippie, mais aussi les émeutes des Black Panthers, les manifestations contre le Vietnam, les révoltes étudiantes et toute une vague de grèves et de mouvements envoyés dans les usines. En France, je ne vais pas épiloguer, je pense que les médias vont en parler suffisamment, c'était il y a 50 ans, mai 68, mais en Italie, c'était durant les mêmes périodes l'automne chaud, qui débauche finalement sur la création des brigades rouges, donc instauration d'un climat de terrorisme et d'insurrection dans la péninsule, avec aussi des prolongements en Allemagne et en Belgique, avec les cellules communiques combattantes et la fraction armée rouge. Partout, les États et le patronat font face à cette flambée de grève, cette flambée de contestation, et elles accordent des concessions. Elles accordent des hausses de salaire, elles accordent des aides sociales, des réductions de temps de travail, des congés, des meilleures représentations syndicales et salariales dans tous les pays, mais rien n'y fait. Rien n'y fait. En 1976, en France, on atteint un pic absolu de journées de grève avec 4 millions de journées de grève. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y en aurait 6 à 700 000, c'est-à-dire pratiquement 10 fois moins, alors que, voilà. Donc, l'Occident se trouve pendant 10 ans dans une spirale infernale de contestation que rien ne semble vouloir freiner. Et c'est à ce moment-là que se rompt le climat de confiance qui liait implicitement, durant toutes les Trente Glorieuses, l'État, le patronat et les classes ouvrières dans tout l'Occident. À ce moment-là, le patronat prend peur et il se sent acculé par une forme de chantage quotidien qui menace les blocages d'usines, les arrêts de production, et même, dans le cas du conflit LIP à Besançon, qui menace carrément de s'approprier des usines, puisqu'il y a eu une forme de début d'autogestion par les ouvriers durant ce conflit. Il perd aussi confiance dans les États, le patronat, parce qu'il voit que les États, malgré les concessions, malgré les négociations, malgré les dialogues, a du mal à tempérer tout ce climat extrêmement pénible pour l'avancée de la production. Alors, dans les années 70, va commencer la première vague de délocalisation, non plus des délocalisations pour produire et vendre hors sol, comme c'était le cas avant, mais des délocalisations pour produire hors sol et réimporter en Occident, en bénéficiant des coûts salariaux nettement réduits, bien sûr, mais également d'un climat social beaucoup plus pacifique dans ce type de pays, où la main-d'œuvre est pléthorique et prête à se plier à tout. Donc, les premières usines textiles s'implantent en Inde, au Bangladesh, dans les années 70. Mais malgré tout, c'est toujours ce fameux contexte de guerre froide qui, en fait, bloque le développement des échanges et vraiment l'épanouissement de la mondialisation. Et puis, un beau jour, eh bien, il vient la chute du mur de Berlin, qui était tant attendu partout dans le monde, tant rêvé, et qui survient donc en novembre 1989, qui fait voler en éclats, en quelques mois, un bloc soviétique que les plus anciens d'entre nous se rappellent, on croyait voir triompher sur la planète entière 10 ans auparavant. Alors, à ce moment-là, les élites économiques, le grand patronat international, se sentit pousser des ailes, et y compris que l'heure était venue de larguer les amarres avec les peuples occidentaux, qui à leurs yeux étaient devenus des enfants gâtés et turbulents. La Chine, mais aussi l'Inde et d'autres pays, leur tendirent les bras. Et c'est à ce moment-là que la fameuse vaguelette des délocalisations d'avant, des années 70, commença à s'amplifier jusqu'à devenir le raz-de-marée qu'elle a été durant les années 2000 et 2010. Toutes les grandes firmes prirent racine en Extrême-Orient, elles démontèrent les usines occidentales pour les remonter sous d'autres cieux
essentiellement en Extrême-Orient, mais également en Turquie et également en Amérique latine. Mais, au début des années 90, donc à la chute du bloc de l'Est, pour que ce système de délocalisation profite au grand patronat, il fallait se débarrasser de l'ancien monde, c'est-à-dire ce fameux monde des nations, ce fameux monde des frontières, ce monde corseté par les barrières douanières et tout ce que représentaient les frontières nationales. À quoi sert de délocaliser si c'est pour finalement le gain obtenu se perd dans les tarifs douaniers, dans les taxes? Alors on inventa une doctrine. Et cette doctrine, elle se résume dans La fin de l'histoire et le dernier homme, la doctrine de Francis Fukuyama, qui publia son ouvrage majeur en 1991 sur les décombres du rideau de fer. Alors quelle était la théorie de Francis Fukuyama? Je résume bien entendu. On est en 1991, l'Occident a gagné. Il n'a plus de rival sur la planète, il n'a plus aucun modèle qui peut le contrer. La civilisation marchande occidentale est devenue l'aspiration de tous les peuples du monde qui veulent accéder à notre sphère de bien-être, de confort, de loisirs, de prospérité. Je dis la civilisation marchande parce que dans le livre, il se trouve que Fukuyama insiste particulièrement sur le Coca-Cola, les hamburgers, les blue jeans, les films hollywoodiens et également évidemment la musique rock. Et tout ça représente à ses yeux le rêve de la jeunesse du monde entier. C'est pas vraiment, si vous voulez, un modèle de société qu'on promeut, c'est l'accession à un bien-être, à un certain mode de consommation et de loisirs. Et donc Fukuyama propose à ce moment-là de déployer l'Occident en dehors de ses frontières sur l'ensemble de la planète, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le contexte de guerre froide. Alors, on se dit, l'Occident s'est déjà déployé aux quatre coins de la planète. L'Occident, c'est la seule civilisation qui a planté son drapeau sur tous les continents. Il l'a planté dans quel cadre? Il l'avait planté dans le cadre de la colonisation, qui était le déploiement politique et territorial de l'Occident dans les décennies et les siècles passés. Et cette colonisation, c'était en fait une mondialisation en quelque sorte, mais des États-nations. C'était la projection des États-nations au-delà de leurs frontières originelles. La mondialisation, c'est la projection de ceux qui ont pris le pouvoir entre-temps, c'est-à-dire des grandes entreprises, et c'est la projection de leur capacité de production au-delà des frontières d'origine, qu'elles viennent tous des pays occidentaux. Et c'est en ça, donc, qu'on envisage aujourd'hui la projection de l'Occident par et au profit des multinationales. Et c'est explicité dans le livre. Alors, comment est-ce qu'on justifie, si vous voulez, cette nouvelle politique, cette nouvelle frontière, en quelque sorte? On dit que les peuples du tiers-monde ne pourront jamais être véritablement pacifiés, qu'il y aura toujours, en fait, des tendances agressives et des menaces pour la sécurité de l'Occident, tant que la prospérité ne se sera pas plus ou moins diffusée partout sur la planète. Donc, il fallait absolument aider les peuples du tiers-monde, leur tendre la main pour qu'ils sortent de l'ornière économique, et ainsi, on allait assurer la sécurité de l'Occident pour les décennies et les siècles à venir. Il faut bien le comprendre. Fukuyama, dans ce livre, traduisait les arrière-pensées des élites économiques, des multinationales. Il fallait absolument, aujourd'hui, déporter les plots de production, et donc de richesse dans le tiers-monde, et répartir les activités à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'élite économique, le monde allait devenir comme une vaste usine, en quelque sorte, où on va diviser les tâches. Au pays du Sud, les industries lourdes, les industries traditionnelles, les industries polluantes, qui exigent un emploi peu qualifié, un emploi éreintant, polluant, tout ce que les Occidentaux, en fait, ne veulent plus faire, ne veulent plus subir. Et aux pays occidentaux, c'est ce qu'on nous a dit, hein, c'est comme ça qu'on nous a vendu un petit peu le projet. Les emplois les plus nobles, les technologies de pointe, le savoir-faire dans le luxe, la gastronomie, le tourisme, toutes les niches à forte valeur ajoutée, la finance, les services, l'ingénierie, la mercatique, etc., etc. Et ces activités-là allaient nous suffire parce que nous allions pouvoir compenser les pertes des industries lourdes en vendant aux classes émergentes des pays du tiers-monde tout notre savoir-faire. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, il fallait avant tout et très rapidement balayer les frontières douanières. Il fallait que tout le vieux monde des nations explose, et ça a été fait à une allure
exceptionnelle, puisque le mur de Berlin, donc le bloc soviétique explose au début des années 90. Avec le cycle des négociations de Doha, on aboutit dès 1993 à la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui est chargée de veiller sur le libre-échange, de la même manière qu'un petit peu l'ONU est chargée de veiller sur la paix entre les peuples. On a abattu peu à peu l'essentiel des barrières douanières qui empêchaient les produits de circuler. Donc, début des années 90, la mondialisation dispose de toutes les techniques nécessaires, l'aviation, les télécommunications, l'audiovisuel, la télévision, les porte-containers et l'apparition d'Internet. Et elle dispose désormais d'une organisation juridique mondiale qui laisse le champ libre aux multinationales. Et elle est coiffée d'une idéologie qui s'appelle le mondialisme, dont les prémices sont contenues dans l'œuvre de Fukuyama, mais qui va être étoffée et enrichie par de très nombreux auteurs très bien en cours. On les connaît en France, et évidemment les Attali, les Sormand, les Mink, etc., etc. Donc, en quelque sorte, la mondialisation, elle a été conçue et mise en œuvre, non plus par les États-nations, même s'ils y ont prêté leur concours, mais pour les multinationales et les banques. Et ce sont elles qui ont dicté aux politiques le cadre politique, économique, institutionnel et social qui correspondait le mieux à leurs intérêts. Parce que les intérêts des multinationales, c'est de vendre les mêmes produits à tout le monde, à grande échelle. Donc, c'est de balayer toutes les barrières que les nations peuvent mettre à la diffusion la plus large possible de ce qu'elles produisent. Bien sûr, elles en ont profité pour affermir leur puissance, et petit à petit, à travers ce nouveau cadre, elles en ont profité pour augmenter leur poids, leur puissance et l'aspect essentiel qu'elles comptent dans l'économie. Alors, on va résumer très simplement, je vais être obligé de donner quelques chiffres. Prenez votre temps. D'accord, il y a encore pas mal de choses à dire, mais voilà. En 1960, les échanges internationaux représentaient 10% du PIB mondial. En 1993, c'est-à-dire 30 ans après, c'est 20%, ça a doublé. Aujourd'hui, 2015, bon, les chiffres de 2015, donc 20 ans après, c'est 35%. Donc il y a vraiment une accélération exponentielle des échanges internationaux et de leur poids dans le PIB. Et cet aspect renforce la puissance des multinationales, puisque ce sont elles qui, à hauteur de 35%, contrôlent les échanges internationaux. Donc, en fait, c'est moins de 1% des entreprises mondiales qui contrôlent 35% des échanges internationaux et qui, à travers leur aspect multinational, ont la possibilité de développer des activités là ou là, en fonction de qui va les accueillir au mieux ou pas. Et donc, sur ce nouveau contexte international, les nations, les États-nations, sont un petit peu comme un grand échiquier, un plateau de grand échiquier, où les multinationales vont disposer leurs pions là ou là, en fonction de ceux qui leur font le plus les yeux doux, le plus de docilité, le plus de concessions. Et d'ailleurs, on le voit à travers l'actualité. On voit bien ces cortèges de patrons de multinationales qui escortent à chaque fois les chefs d'État dans les pays émergents. Un président influent aujourd'hui, pour maintenir les multinationales sur son territoire, eh bien, il doit prouver qu'il est capable d'avoir de l'influence dans le monde et de pouvoir leur ouvrir des marchés. Donc, en fait, les chefs d'État sont devenus, en quelque sorte, les VRP des multinationales, et c'est par ce biais-là qu'ils essayent de les enraciner et de les maintenir sur les territoires et d'éviter qu'elles aillent ailleurs. Voilà. Et, dans ce contexte, ce sont donc les multinationales qui définissent le cadre juridique. Il ne faut donc pas s'étonner qu'elles ont poussé toujours plus à approfondir ce qui était à l'origine le marché commun et qui, entre-temps, est devenu l'Union européenne, à aller toujours de plus en plus loin dans l'intégration, la création d'une monnaie unique, l'abattement complet de toutes les barrières douanières, et puis l'élargissement, cet élargissement de 2004 aux pays de l'Est, que je dirais un petit peu en dépit du bon sens, parce que finalement, on introduit dans le cœur même d'une riche Europe la possibilité de faire des délocalisations, en quelque sorte, au sein même de l'Union européenne. On délocalise sur place, en quelque sorte. Voilà. Ce qui prouve bien que finalement, les États aujourd'hui sont aux ordres des multinationales.
Et puis il y a un deuxième mouvement qui a commencé à partir des années 70 avec la libéralisation des activités financières. Alors, beaucoup vont y voir le démarrage avec, si vous voulez, l'interdiction par les États de se refinancer auprès de leur banque centrale à partir de 1973, ce qui ouvre un marché considérable pour les grandes banques et les institutions financières privées. Et à l'origine, cette mesure, elle avait une explication. On nous expliquait ça parce qu'il fallait éviter les tensions inflationnistes dans un contexte où les gouvernements étaient aux prises de revendications sociales tous azimuts. Et on se disait, les gouvernements vont céder à la démagogie, faire la planche à billets, et ça va générer de l'inflation. Donc on évitait ça, en les empêchant de se refinancer auprès de leur banque centrale. Mais là où c'est surprenant, c'est que on corsette donc les États, on les empêche d'agir à leur guise, on se méfie d'eux, mais par contre, on restreint donc leur capacité monétaire, on restreint leurs privilèges de monnaie, de leurs privilèges budgétaires, mais on ouvre grand l'apport de ces fonctions-là à toutes les banques, qui peu à peu se voient libérées de toutes les contraintes, de l'encadrement du crédit, et finalement autorisées à fabriquer n'importe quel type de produit, même les plus hautement spéculatifs, et même basés sur un système carrément de casino. Je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails techniques. Et donc, à la fois, on a dépouillé les États de leurs prérogatives et de leurs capacités monétaire, capacité budgétaire. Aujourd'hui, les États européens doivent faire valider carrément leurs comptes à Bruxelles, alors que dans le même temps, les activités bancaires, elles, sont complètement libéralisées, et les banques ont les mains libres pour faire ce qu'elles veulent. Voilà, les banques sont complètement hors de tout contrôle, alors même que leurs produits et leurs profits dépendent du volume des activités qu'elles vont faire. Donc on leur laisse la possibilité de faire les activités qu'elles veulent, alors que c'est leurs profits qui en dépendent. Et alors que ce type d'activités financières ont des conséquences considérables sur l'économie de l'ensemble des pays. Et donc elles ne se génèrent pas, évidemment, dès les années 70, 80, 90, à déployer leurs activités à très grande échelle. L'oppression des banques aujourd'hui, elle s'exerce de diverses manières. Elle s'exerce sur les États, parce que les États sont surendettés, comme on l'a vu tout à l'heure, et ils voient les marchés financiers et les banques comme une épée de Damoclès permanente au-dessus de leur tête. Prenons le cas de la France. La France est endettée à hauteur de 2500 milliards de dollars. C'est un chiffre, évidemment, que je synthétise. Une hausse de 1 point du taux d'intérêt, c'est 25 milliards de dollars en moins dans le budget de l'État. Une hausse de 2 points du taux d'intérêt, c'est 50 milliards. 50 milliards d'intérêt en plus à payer pour un État comme la France, c'est la faillite assurée, on arrive dans le mur. Voilà. Donc, des hausses de taux d'intérêt qui peuvent être facilement obtenues par les banques, par les marchés financiers, seraient terribles pour un pays comme le nôtre. Alors, on ne le voit pas trop aujourd'hui. Pourquoi ? On a de la chance. Les taux d'intérêt sont très bas. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont bas. Ils sont bas parce que tous les pays en difficulté de la zone euro, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc., sont soutenus justement par la Banque Centrale Européenne, qui, en dépit des normes qu'elle avait dictées à l'origine, rachète à coût de centaines et même pratiquement de milliers de milliards de dollars des dettes de ces pays pour désamorcer la spéculation boursière et empêcher que ces dettes-là ne soient livrées à la finance internationale, sans quoi il est fort probable que les taux d'intérêt de tous ces pays seraient à des niveaux qu'elles ne pourraient pas soutenir. Donc les États aujourd'hui sont prisonniers du diktat des banques, et c'est la Banque centrale qui a dû modifier ses contraintes pour leur venir au secours. Les entreprises aussi, quand je parle des entreprises, je parle des entreprises qui sont sur l'économie réelle. Elles aussi sont prisonnières de la nasse que les financiers ont tissée. La constitution de fonds d'investissement colossaux, et en particulier des fonds de pension, qui ont émergé dans les années 80, en particulier dans les pays anglo-saxons, a créé des monstres de finances colossales, capables de racheter n'importe quelle société, d'investir là, de placer son argent là, en n'importe quel point du globe, et de mettre à sa botte n'importe quelle société, même les plus grosses. Et le jeu de la finance est toujours le même. Réduire les coûts de production, en particulier les coûts de travail, pour obtenir les meilleurs rendements le plus vite possible, pour satisfaire la clientèle de leurs investisseurs qui placent leur argent dans ces fonds. Et donc on assiste depuis quelques années à des scènes incroyables, où des sociétés, même rentables, doivent déposer le bilan,
parce que d'autres sont plus rentables qu'elles, et donc elles attirent les capitaux de ces fonds de pension à leur profit, les autres n'ayant plus, du coup, les moyens de se financer correctement. Donc c'est la course à la rentabilité financière, immédiate, instantanée, qui a complètement changé la nature des activités boursières. Autrefois, on détenait des actions parce qu'on voyait les projets d'une entreprise, on y croyait, on espérait, au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, percevoir des dividendes d'une société sur laquelle on croyait et où on était en confiance. Aujourd'hui, le temps de détention d'une action, est-ce que vous savez à combien il s'élève ? Le temps moyen de détention d'une action, c'est 22 secondes. Voilà. 22 secondes. Donc ça ne veut rien dire du tout, c'est de la spéculation permanente. Et tout ça est évidemment accéléré par les mouvements financiers de ces grandes institutions que sont les fonds de pension et les fonds d'investissement. Donc toutes les entreprises aujourd'hui sont sous l'épée de Damoclès des marchés financiers qui peuvent se disposer de là, de ci, de là, en laisser tomber certaines, en favoriser d'autres, du jour au lendemain, sans qu'elles n'y peuvent rien. On va revenir encore sur un chiffre. L'activité financière aujourd'hui, elle représente 8% du PIB de l'OCDE. Et selon les experts, c'est 2% de trop par rapport aux besoins de financement de l'économie réelle. Il y a une hypertrophie de la finance qui est gigantesque, parce que évidemment 2%, ça représente à peu près 2% sur 8%, c'est donc un tiers de trop. Elle est hypertrophiée d'à peu près du tiers de ce qu'elle devrait être. Et ça génère une spéculation considérable avec des risques de bulles financières et d'éclatement de bulles financières qu'on voit se rapprocher avec une célérité de plus en plus grande. Il y a eu un éclatement évidemment d'une bulle en 1993, il y en a eu un autre en 2008 avec la fameuse grande crise, et je ne veux pas jouer les Cassandres, mais on sait que le risque aujourd'hui est maximal. Et puis il y a aussi, si vous voulez, le risque structurel qui est lié au mouvement financier en général. Le PIB de l'ensemble du monde, c'est-à-dire la production de richesse dans le monde aujourd'hui, c'est environ 55 000 milliards de dollars. Le montant des transactions financières, c'est 3 500 millions de milliards de dollars. Donc, les transactions financières représentent des montants qui sont 70 fois plus élevés que le PIB du monde entier. Et donc, tout ça, c'est des mouvements qui génèrent un risque quasi permanent de dérapage, d'éclatement. Le monde économique est placé sous, en fait, c'est, en quelque sorte, je dirais, c'est comme un radeau qui est sur une mer qui peut se démonter à tout moment. Voilà. Une fois toutes ces vérités énoncées, on comprend mieux pourquoi, au sortir de la dernière crise des subprimes, j'ai pas de mot anglais, j'ai pas de mot français. On avait trouvé un terme, ça va me revenir, allez-y. Les bons pourris, je crois. Comme ça, voilà. Les États furent complètement incapables, en fait, de réglementer sérieusement les activités financières. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était eux, les États, qui étaient les obligés des banques et non l'inverse. Et dans le contexte économique mondial, c'était eux, pardonnez-moi l'expression, le maillon faible. Donc, durant cette fameuse crise des subprimes, toutes les grandes banques, absolument toutes, furent renflouées. Les grandes banques ou les grandes sociétés d'assurance. Goldman Sachs, AIG, Merrill Lynch, Northern Rock, etc. Sauf aux États-Unis, les Lehman Brothers. Pourquoi ? Parce qu'il fallait bien que l'État marque un peu son territoire et en laisse tomber une, parce que si on les renflouait toutes, ça veut dire que de toute façon, elles avaient la capacité à faire plier les États en toutes circonstances. Mais de toute façon, ce cas est quand même relativement spécieux. Les grands groupes financiers aujourd'hui, et ils le savent bien, peuvent s'adonner à cœur joie... Les créances douteuses. Les créances douteuses, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas la crise des créances douteuses, très bien. Donc, les grands groupes financiers peuvent aujourd'hui s'adonner à cœur joie à la spéculation la plus échevelée. Pour schématiser, les profits leur reviennent tant que cela marche. Lorsque la crise survient, c'est les États qui sont contraints d'intervenir pour la sauver, parce que la faillite des banques, c'est la faillite de la société en général. Donc, les profits financiers, c'est pour les banques, les pertes financières, c'est pour les contribuables. Et d'ailleurs, il y a une directive européenne qui a été adoptée en août dernier, en catimini, dans l'indifférence générale, et cette directive, elle autorise aujourd'hui à prélever sur les comptes des épargnants pour renflouer les banques en cas de krach.
Personne n'en a parlé. Ça n'a pas eu d'écho. Et cette expérience-là, d'ailleurs, a déjà été pratiquée à Chypre il y a quelques années, où on a prélevé, je crois, 10% du montant des avoirs au-delà d'une certaine somme, pour enflouer les banques chypriotes qui étaient en faillite. Eh bien, aujourd'hui, cette capacité, l'Union européenne peut l'actionner dans le cas de krach bancaire. Ce qui veut dire qu'en fait, les banques peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles ont une couverture, elles ont une assurance, c'est nous. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il y a vraiment un assujettissement de l'économie réelle, des particuliers, des entreprises, des ménages, aux activités bancaires. Donc les multinationales et les banques ont constitué une bulle qui est au-dessus des peuples, une bulle qui est au-dessus des États. Et finalement, elles nous asservissent, alors que pendant ce temps, elles sont libérées de toutes les contraintes douanières, les contraintes réglementaires, et également, vous le savez, je ne vais pas épiloguer là-dessus, les contraintes fiscales, puisqu'il y a évidemment des sommes considérables qui transitent par les sociétés hors sol dans les paradis fiscaux. Donc elles ont façonné ce fameux monde économique divisé suivant des cellules qui leur conviennent, qui conviennent au mieux de leurs intérêts. Il y a sur la planète aujourd'hui des pays où l'on produit, il y a des pays où l'on consomme, et puis il y a des pays où l'on place l'argent des profits. Et tout ça en faveur exclusive de ces fameuses multinationales. Alors, dans ce contexte, les nations ne sont plus qu'aux yeux de cette élite économique qu'une subdivision opérationnelle de leurs activités. Elles doivent rentrer chacune dans le moule qui leur est destiné, pour le plus grand profit de cette superclasse mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir de notre pays là-dedans ? Pays du tourisme, un pays de la gastronomie, pays du luxe, voilà. Chaque pays, finalement, petit à petit, va se trouver assigné à se restreindre aux activités les plus rentables dans un contexte d'échange surdéveloppé et à laisser tomber à peu près tout ce qui n'a pas d'intérêt immédiat aux yeux des multinationales qui peuvent aller développer ces mêmes activités ailleurs si la compétition, si les entreprises sont plus, sur un secteur sont plus compétitives ailleurs. Et pour couronner le tout, cette superclasse mondiale, donc qui est composée des élites économiques, a créé une superstructure mondiale. Cette superstructure mondiale, c'est une superstructure de hauts fonctionnaires, d'institutions, un entrelac d'organisations supranationales qui chapeautent les nations et noient les souverainetés et noient la puissance et les capacités d'action des nations. Alors, on les connaît tous. On a parlé de l'OMC tout à l'heure. C'est également l'ONU, le FMI, le FAO, l'UNESCO, le GIEC, la Banque mondiale. Et puis, elles ont en quelque sorte un bras, enfin des antennes dans les pays, sur le terrain, à travers les ONG, qui justifient très souvent l'interventionnisme supranational à tout crin. On peut citer bien sûr Médecins du Monde, Greenpeace, Amnesty International, etc., etc. Mais cette pression de multinationale, dont on vient de la dire, cette pression du mondialisme, on a vu qu'elle s'est exercée sur les États, on a vu qu'elle s'exerçait sur les entreprises, elle s'exerce aussi, et ô combien, sur les individus. Excusez-moi. La première pression sur l'individu, elle s'exerce par le biais du travail. Parce qu'on constate depuis de nombreuses années ce qu'on pourrait appeler une raréfaction de plus en plus intense du travail. Je voudrais vous donner un chiffre pour le traduire. Depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis 15 ans, la croissance des pays de l'OCDE est de l'ordre de 22%, c'est-à-dire que la production a augmenté de 22%. Et pourtant, au niveau des heures travaillées, il y a une augmentation marginale. Donc en fait, on produit 22% de plus sans avoir recours au travail. Cette pression sur le travail, sur la raréfaction du travail, elle s'exerce par 4 leviers principaux. Le premier, on l'a vu, je ne vais pas épiloguer, c'est les délocalisations, tout le monde connaît. Le second, c'est la robotisation, qui s'intensifie là aussi de façon exponentielle ces dernières années. En 2015, il y avait 1,4 million de robots sur Terre. En 2020, il y en aura 2 millions. Donc plus 50% en 5 ans. En 2000, on fabriquait 70 000 robots par an. Aujourd'hui, 120 000. Donc ça a doublé en 15 ans. Il y a une étude d'un institut économique qui s'appelle Oxford School qui annonce la disparition, ou en tout cas une menace, sur à peu près 50% des emplois dans les 10 années à venir. L'OCDE a répliqué
avec un autre rapport, un contre-rapport, qui lui évalue à 9% le niveau des emplois perdus. Mais je vous ferai juste remarquer quelque chose, 9% des emplois perdus, un pays comme la France, c'est 2,2 millions d'emplois perdus en 10 ans. Donc, vous voyez que les prédictions de l'OCDE qui sont mises là pour essayer de contrer ce qu'on nous raconte, ce que racontait le Oxford School, elles ne sont pas non plus tellement engageantes. On n'a pas tellement envie, quoi, je veux dire. Voilà. Troisième levier de la raréfaction du travail, c'est l'immigration de masse. Voilà. Il est évident que l'entrée en Europe d'1,5 million d'étrangers par an, on ne va pas gloser sur les chiffres, ou 1,2 million aux États-Unis, peu ou prou, plus ou moins, ça représente une énorme pression sur l'emploi, sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail, et à une période où il y a déjà des millions de chômeurs dans tous nos pays, ou des millions de précaires. Et il est bien évident que c'est la nature de cette immigration qui explique très probablement pourquoi les entreprises, pourquoi les médias ont l'air si intéressés à l'immigration et ont l'air toujours d'aller dans ce sens-là. Le quatrième volet de la pression à l'emploi, on parle ces derniers temps, c'est l'ubérisation et plus généralement le recours massif à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'à travers ces deux pratiques, les multinationales réalisent leurs activités non plus par le biais de salariés, dont elles doivent assumer évidemment les salaires mais également les réglementations, mais à des indépendants à qui on refile souvent, on va dire, les rossignols, les marchés à risque, et qu'on peut manipuler plus aisément au niveau des délais de paiement, etc. Donc à travers tout ça, aujourd'hui, le facteur travail, qui était dans les années 70 le cauchemar des grandes sociétés, qui était en face si vous voulez, d'une pénurie de main-d'œuvre, qui ne trouvait pas de main-d'œuvre, et en plus la main-d'œuvre qui était particulièrement révoltée, qui se révoltait, aujourd'hui, si vous voulez, le rapport de force est complètement inversé, et ce sont les masses qui cherchent du travail, c'est-à-dire la majorité des gens, qui courbent le dos face aux diktats des grandes sociétés. Et cette pression, évidemment, est très prégnante, car elle conditionne la vie de dizaines de millions de personnes. Il y a une autre pression considérable des multinationales sur les individus. C'est dans la sphère de la consommation. Les multinationales, elles n'ont de cesse de gagner des parts de marché, de pousser les individus à consommer, mais pas à consommer n'importe quoi, à consommer multinational. Et pour ce faire, elles vont coloniser l'espace commercial, marchand, public et même l'espace naturel du monde. Cette colonisation marchande, elle trouve son meilleur symbole finalement dans le développement frénétique des centres commerciaux géants. Alors, à ce niveau-là, on va écouter un de nos penseurs préférés, François Hollande, qui un jour a dit « Mais quand on traverse les périphéries, on ne sait plus si on est à Tulle, si on est à Poitiers, si on est à Marseille ou si on est à Paris. On voit partout les mêmes enseignes. » Il avait raison. Il n'a rien fait, mais il avait raison. Bon. Les zones commerciales, aujourd'hui, ça fait figure finalement de villes nouvelles, à la périphérie des grandes villes, mais ce sont des villes nouvelles qui n'ont qu'un but, c'est de devenir les temples de la consommation. Les centres commerciaux se présentent comme des espaces aujourd'hui de sociabilisation, de loisirs, de détente, avec des aires de jeu pour les enfants, des cinémas, des cafés. Et l'objectif, c'est de détourner la clientèle des centres-villes, qui sont encore voués au commerce indépendant, et de la maintenir sur place le plus longtemps possible, à travers tous les moyens de la publicité intensive, la pousser à consommer. Et consommer quoi? Les enseignes des sociétés multinationales. Alors là encore, expansion de la surface commerciale, 28 millions de mètres carrés en 2012, 42 millions aujourd'hui, plus 50% en 5 ans. Voilà. Et en Europe, c'est une croissance à peu près de 5% par an, alors qu'on est déjà à saturation. Je vais essayer d'aller vite parce que je crois que j'arrive. Il me reste 2 minutes. Ah, voilà. Bon. N'oubliez pas que vous pourrez continuer dans les questions. On va pouvoir parler. Alors, bon, on le voit bien, au fur et à mesure que se développent ces centres commerciaux géants, ce sont les centres-villes qui trinquent et qui se dépeuplent, et vous l'avez vu certainement dans les médias, des villes comme Châtellerault, Troyes, etc., avec des rues qui sont complètement vides de leur commerce. Ouais. Voilà. La colonisation marchande, c'est aussi l'accaparement de l'espace public, des écrans de télé qui sont investis d'incrustations, de marques et de logos, des images publicitaires partout, et maintenant jusque sur les trottoirs des villes, c'est ce qu'on projette. Les stades de sport, qui ne s'appellent plus les Hauts-Lagrange ou Jacques Chaban-Delmas, ou Saint-Symphorien, mais Allianz Riviera, Accor Hotel Arena,
Matmut Arena, ça n'a l'air de rien, mais on nous enlève en quelque sorte notre mythologie, on nous enlève nos grands hommes et on les remplace par des marques. On va en parler après. L'intensification publicitaire est considérable pour qui se rappelle des décennies passées. Les mêmes marques, les mêmes logos s'immiscent partout, envahissent le paysage, les ondes, les radios, les écrans. Elles veulent conditionner pour consommer toujours les mêmes choses, mais celles qui maîtrisent, si vous voulez, ces messages. Parce qu'il y a également une énorme prégnance de la mercatique qui sonde les cerveaux et qui imprime des messages qui poussent à consommer. Et je regrette, mais au stade où on en est aujourd'hui, ça se rapproche de plus en plus par son intensité d'une forme de propagande, et en plus d'une propagande qui viendrait s'adapter à ce que nous avons au fond de nos neurones. Voilà. Et pour pousser à quoi ? Consommer, consommer, consommer. Je voudrais parler rapidement de deux autres effets, 2-3 petites minutes. La colonisation marchande du monde, c'est aussi la captation du temps disponible des individus par les multinationales, et en particulier les multinationales du numérique. Exemple très simple, il y a 30 ans, si on veut rencontrer l'âme sœur, eh bien, on allait dans les cafés, on allait dans une agence matrimoniale, on allait dans les bals ou les discothèques. Aujourd'hui, on va sur Mythique. Pour se faire des amis, on va sur Facebook. Le téléphone cellulaire, qui est à portée de main 24 heures sur 24, c'est finalement un cordon ombilical qui nous relie en permanence aux multinationales et aux multinationales du numérique, en toutes circonstances de notre vie. C'est donc la phagocytation de notre temps disponible au profit des multinationales. Enfin, il y a une autre pression qui est vraiment considérable et qui est même parfois révoltante, c'est celle des ressources naturelles. Le cas le plus emblématique, c'est la captation des ressources en eau. Avec l'augmentation des besoins en eau, du fait de la croissance démographique, l'eau est en train de devenir un enjeu commercial comme un autre. Il y a un besoin vital de l'eau comme de l'air, mais la privatisation constante au profit des multinationales, Veolia, Suez et d'autres, entraîne une hausse considérable des tarifs, dans certains cas, parce qu'il y a une tendance à la spéculation, ou alors une tendance au détournement de l'usage habituel de l'eau pour des exploitations marchandes, par exemple la fabrication de soda. De même, le rachat des terres agricoles par les multinationales chinoises ou indiennes. Ça, c'était cantonné à l'Afrique il y a quelques années, et on a vu des situations ubuesques où, par exemple, en 2011, il y a eu une famine en Somalie et au Soudan. Les multinationales étaient là, elles continuaient à exporter des denrées alimentaires alors que les gens mouraient de faim à côté. Voilà. Mais ce phénomène arrive maintenant en France. Il arrive en France pourquoi ? Tout ce qui est, je dirais, exploitation qualitative, les terroirs, les traditions, tout ça cède finalement petit à petit par rapport à cette avancée des terres multinationales. Nous cédons du terrain par rapport aux exploitations géantes, par exemple les 1000 vaches, et à travers ça, c'est la diversité des terroirs, la richesse du pays qui est escamotée pour que nous finissions par consommer les mêmes produits standardisés que nous livrent les multinationales. Juste une minute. Tout ceci se déroule dans le cadre d'un phénomène extraordinaire, continu, permanent, c'est la concentration des grandes sociétés. Par exemple, il y avait dans les années, ne plus que les années 90, des dizaines de banques en France. On pourrait vous citer des marques, Hervé, BPC, CCF, Banque Tarnot, Banque Worms, voilà. Tout ça, maintenant, c'est au cimetière des mouvements financiers. Ne reste que quelques mastodontes qui se sont regroupés, BNP Paribas, Société Générale Crédit du Nord, CIC. Il y a 7 grands groupes bancaires aujourd'hui en France. Il y en avait des centaines il y a encore 20 ans. De même dans la grande distribution, Euromarché, Prix Unique, Mammouth, tout ça, terminé. Chaque secteur d'activité est aujourd'hui accaparé par 2 ou 3 grands acteurs qui parviennent sans peine à imposer leurs conditions à l'ensemble d'un secteur, à l'ensemble d'une société. Et c'est le grand économiste John Kenneth Galbraith qui disait qu'au-delà d'un certain seuil de concentration d'un secteur, les grandes entreprises avaient, je dirais, une influence sur le consommateur qui va au-delà de la normalité et qui implique une certaine forme de dictature ou d'aliénation. Voilà. Donc hyperconcentration des sociétés, affaiblissement des États, raréfaction du travail, accaparement des ressources. Ce sont au fond quelques groupes qui aujourd'hui tiennent la plupart des grands secteurs, des grands marchés. Voilà. Je voudrais dire que j'ai évoqué à travers cet exposé la première partie de mon livre. Je vais le dire. Voilà, et peut-être qu'on va alimenter. La deuxième partie nous évoque ce que ces grands groupes multinationaux veulent faire, des leviers de puissance qu'elles ont,
selon moi, je vais vous le résumer très simplement, elles veulent escamoter, faire disparaître petit à petit les identités nationales, religieuses, culturelles, qui sont des freins. Oui, oui. Parce qu'elles veulent produire des produits qu'elles vont vendre partout, le même produit partout. Et comme elles sont intelligentes, elles savent que l'homme a besoin d'une identité. Mais elles ne veulent plus de ces identités-là. Donc, on recrée tout un réseau d'identités à travers des marques. Moi, je suis PSG. Moi, je suis Versace. Moi, je suis Lidl, ou ce que vous voulez. Ce sont ces marques qui veulent devenir, dans le futur, les identités des personnes, et elles veulent supplanter en cela les identités nationales ou autres.